Une femme de 68 ans en fauteuil roulant attendait son tour à l'hôpital lorsque son propre fils l'a montré du doigt devant tout le monde et a crié « Ce n'est pas ma mère ». Les gens la regardaient avec pitié tandis qu'elle pleurait en silence. Mais lorsqu'un médecin aux yeux étranges s'est approché de son fauteuil, ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Cette femme n'aurait jamais imaginé que sa pire humiliation se transformerait en le plus grand miracle de sa vie. La salle d'attente de l'hôpital public de Saumur était complètement bondée ce matin d'octobre. C'était un mardi, le jour le plus chargé de la semaine, où des centaines de patients s'entassaient dès 6 heures du matin en attendant d'être soignés. L'odeur de désinfectant, âcre et pénétrante, se mêlait à l'arôme du café vendu dans le petit café de l'hôpital, une odeur qui, pour beaucoup, représentait le seul réconfort dans ces longues heures d'attente. Les chaises en plastique bleu, alignées en rangées impersonnelles, étaient toutes occupées. Des familles entières attendaient avec une patience résignée, des visages marqués par l'inquiétude. Des personnes âgées s'appuyant sur leurs cannes, le regard perdu dans le vague, des mères berçant des bébés en pleurs, leur anxiété se transmettant à leurs enfants, des jeunes avec des plâtres aux bras et aux jambes, l'ennui se lisant sur leurs visages. Le bruit était une cacophonie constante, un murmure incessant de conversations à voix basse, de toux sèches, des pleurs d'un enfant effrayé par les blouses blanches, et le son métallique des brancards roulant à toute vitesse dans les couloirs. Les infirmières, véritables piliers de cet univers chaotique, se déplaçaient rapidement d'un côté à l'autre, portant des dossiers, appelant des noms qui résonnaient dans les haut-parleurs avec une froideur administrative. Au milieu de toute cette foule se trouvait Monique Duval, une femme de 68 ans au visage gravé par des années de souffrance, mais aussi d'une dignité inébranlable. Ses cheveux, entièrement blancs, étaient rassemblés en un chignon simple et soigné. Elle portait une blouse fleurie aux couleurs pastel qu'elle avait elle-même brodée des années auparavant, lorsque ses mains pouvaient encore tenir une aiguille sans trembler. Ses yeux bruns, bien que fatigués, conservaient cette chaleur qui caractérise les mères françaises, celles qui ont tout donné pour leurs enfants. Cela faisait 5 ans qu'elle était confinée à un fauteuil roulant après qu'un accident lui eût brisé la colonne vertébrale. Un camion sans frein l'avait renversée alors qu'elle traversait la rue pour se rendre au marché. Les médecins lui avaient annoncé la nouvelle brutalement, elle ne remarcherait jamais, ses jambes ne seraient plus qu'un souvenir. Depuis lors, son monde s'était réduit aux 4 murs de sa petite maison dans une modeste cité ouvrière de la région de Saumur. Son fils, Stéphane, l'avait amené ce matin-là parce que Monique souffrait depuis 3 jours d'une douleur insupportable à la poitrine, une douleur qui la réveillait la nuit, lui coupait le souffle et lui faisait penser que son temps en ce monde touchait peut-être à sa fin. Stéphane Ortega avait 42 ans et était la définition même du succès selon les standards modernes de la société française. Directeur régional d'une multinationale technologique. Costume italien à 3 000 €. Montre suisse qui coûtait plus que le salaire annuel d'un ouvrier moyen. Une BMW flambant neuve garée sur la place réservée aux handicapés, bien qu'il n'eût d'autre handicap que celui de son cœur endurci. Son bureau se trouvait au 15e étage d'une tour d'affaires dans le quartier le plus exclusif de Nantes. Il vivait dans une résidence privée avec sécurité 24h24. Ses costumes étaient repassés par une employée de maison. Il commandait ses repas dans des restaurants chers. Sa vie sociale se résumait à des dîners d'affaires, des événements de réseautage et des réunions avec d'autres cadres qui, comme lui, avaient oublié d'où il venait. Mais Stéphane n'avait pas toujours été ainsi. Il avait grandi dans cette humble cité ouvrière, dans un 2 pièces au sol en ciment. Monique avait travaillé comme blanchisseuse pendant 30 ans pour pouvoir payer ses études. Elle se levait à 4 heures du matin pour laver le linge des autres. Ses mains se gerçaient à cause du savon et de l'eau froide. Monique se souvenait parfaitement de ces années. Elle se souvenait comment Stéphane rentrait de l'école et qu'elle avait déjà préparé le repas, même si ce n'était qu'une simple soupe de légumes. Elle se souvenait comment elle économisait chaque euro pour lui acheter les livres dont il avait besoin. Elle se souvenait des nuits où elle cousait jusqu'à l'aube pour vendre des vêtements et pouvoir payer ses frais de scolarité à l'université. Elle se souvenait de sa remise de diplôme, quand il était monté sur l'estrade pour recevoir son titre d'ingénieur en informatique, et elle pleurait de fierté au dernier rang, portant la même robe rapiécée qu'elle utilisait pour les grandes occasions. Elle se souvenait comment il l'avait serrée dans ses bras ce jour-là et lui avait murmuré à l'oreille, « Tout ça, c'est grâce à toi, maman. Je ne t'oublierai jamais. » Mais les années passèrent et les promesses s'envolèrent avec le vent. Stéphane obtint un bon travail, puis un meilleur travail. Puis il rencontra Isabelle, une femme du monde, fille d'entrepreneur, qui méprisait tout ce qui sentait la pauvreté. Ils se marièrent lors d'une cérémonie fastueuse dans un hôtel 5 étoiles. Monique ne fut pas invitée.
Stéphane lui dit que c'était parce qu'elle ne s'intégrerait pas à l'ambiance. Elle comprit, ou du moins essaya de comprendre. Les visites s'espacèrent. Au début, Stéphane venait la voir chaque mois, puis tous les 3 mois, puis seulement à Noël, puis même plus du tout. Les appels téléphoniques se réduisirent à des conversations de 5 minutes où il était toujours pressé. « Maman, je suis en réunion. Maman, je dois voyager. Maman, je ne peux pas maintenant. Je te rappelle plus tard. » Mais ce « plus tard » n'arrivait jamais. Monique le justifiait toujours. « Il est très occupé », disait-elle à ses voisines. « Il a beaucoup de responsabilités. C'est un homme important maintenant. » Au fond de son cœur, elle connaissait la vérité. Son fils avait honte d'elle, honte de sa maison modeste, honte de ses origines, honte de la transporter dans sa voiture de luxe, parce que les pneus de son fauteuil roulant salissaient les sièges. Lorsque Monique eut son accident il y a 5 ans, Stéphane n'est pas venu à l'hôpital. Il a envoyé de l'argent pour les frais médicaux, mais il n'est pas venu. Quand elle est sortie des soins intensifs, il n'était pas là. Quand les médecins lui ont dit qu'elle ne remarcherait jamais, il n'a pas tenu sa main pendant qu'elle pleurait. Ce sont les voisins, les dames de la paroisse, les amis de toujours qui ont pris soin d'elle. Ce matin d'octobre, Monique avait appelé Stéphane d'une voix faible, entrecoupée par la douleur. « Mon fils, j'ai très mal à la poitrine. Je ne peux pas bien respirer. Pourrais-tu m'emmener à l'hôpital ?» Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Stéphane soupira avec une exaspération audible. « Maman, j'ai une présentation importante cet après-midi. S'il te plaît, mon fils, j'ai juste besoin que quelqu'un m'y conduise. Les voisines ne peuvent pas, elles travaillent. » Un autre silence. « D'accord. Je passe te prendre dans 1 heure, mais il faut faire vite car j'ai des engagements. » Stéphane arriva dans sa BMW noire aux vitres teintées. Il ne descendit même pas de la voiture. Il klaxonna 2 fois. Monique, avec l'aide de Madame Simone, sa voisine, sortit de sa maison en poussant péniblement son fauteuil roulant sur le trottoir irrégulier. Stéphane descendit finalement, mais non pour l'aider avec tendresse, mais avec précipitation et irritation. « Dépêche-toi, maman, je suis déjà en retard. » Pas de « bonjour. » Pas de « comment vas-tu ce matin ?» Pas de « comment va ta douleur ?» Juste de la hâte et de l'agacement. Il l'aida brusquement à monter dans la voiture, plia le fauteuil roulant et le jeta dans le coffre sans ménagement. Pendant tout le trajet jusqu'à l'hôpital, ils ne parlèrent pas. Quand ils arrivèrent à l'hôpital public, le parking était plein. Stéphane dut faire plusieurs tours avant de trouver une place. Chaque minute qui passait, son irritation grandissait. Il regardait constamment sa Rolex. « Ça va me mettre en retard », murmurait-il. Il sortit le fauteuil roulant du coffre avec brusquerie, aida Monique à s'asseoir, mais sans la regarder dans les yeux, il poussa le fauteuil vers l'entrée de l'hôpital en marchant si vite que Monique devait s'agripper aux accoudoirs pour ne pas tomber. « Stéphane, mon fils, plus lentement, s'il te plaît. » Il ne répondit pas. La salle d'attente était saturée. Le numéro sur l'écran indiquait le tour 847. On avait donné à Monique le tour 912, ce qui signifiait attendre au moins 3 heures. Stéphane regarda le numéro et son visage se transforma en une grimace de rage. 3 heures. Je ne peux pas attendre 3 heures ici. J'ai du travail. Monique posa sa main ridée sur celle de son fils. C'est bon, mon fils. Laisse-moi ici. J'attendrai seul. Toi, va travailler. Mais Stéphane consultait déjà son téléphone, répondant à des messages WhatsApp, complètement déconnecté de sa mère et de tout ce qui se passait autour de lui. Une demi-heure plus tard, alors que Monique attendait patiemment son tour, regardant les familles qui l'entouraient avec un mélange de nostalgie et de douleur pour sa propre situation, quelque chose se produisit qui allait tout changer. Par les portes automatiques de l'hôpital entrèrent 3 personnes, 2 hommes et une femme, tous vêtus d'élégants costumes d'affaires, avec des porte-documents en cuir et des chaussures brillantes. C'était Nicolas Leroy, directeur financier de l'entreprise concurrente de celle de Stéphane, Valérie Rousseau, directrice des ressources humaines d'une autre société, et Olivier Dubois, un entrepreneur en bâtiment avec qui Stéphane négociait un contrat important. Les 3 marchaient en discutant vivement d'affaires, de chiffres, de projections. Stéphane les vit avant qu'il ne le voie. Son visage pâlit. Son corps se tendit complètement.
En une fraction de seconde, son cerveau calcula les options. Si ses collègues le voyaient là, avec sa mère en fauteuil roulant, dans cet hôpital public, dans cette salle bondée de gens modestes, son image de cadre performant s'effondrerait. Il penserait qu'il n'était pas aussi brillant qu'il le laissait paraître. Il penserait que sa famille était pauvre. Il penserait qu'il n'était pas de leur classe. La panique s'empara de lui. Nicolas le vit. « Stéphane, qu'est-ce que tu fais ici ?» Les 3 collègues s'approchèrent en souriant. Monique, qui avait regardé ailleurs, se retourna en entendant qu'on appelait son fils. Elle sourit. Elle pensa que peut-être Stéphane la présenterait, qu'il aurait peut-être un moment de fierté filiale, qu'il dirait peut-être « Voici ma mère ». Mais ce qui arriva fut exactement le contraire. Stéphane s'avança vers eux, s'éloignant du fauteuil roulant de Monique. Quelle surprise! Je suis venu amener une employée de maison. Vous savez, ces gens ne savent même pas comment se rendre à un hôpital. Il rit nerveusement. Les 3 collègues rirent aussi. Monique sentit son cœur se briser en 2, mais ce n'était pas suffisant pour Stéphane. Valérie regarda Monique avec curiosité. Cette dame, pauvre femme, en fauteuil roulant. Monique leva timidement la main pour saluer, pensant que peut-être Stéphane rectifierait, qu'il aurait peut-être un moment de décence. Mais Stéphane, avec une cruauté qu'il ne se connaissait pas lui-même, se tourna vers sa mère, la pointa du doigt et dit d'une voix claire et forte pour que toute la salle l'entende, « Non, elle n'est personne pour moi. Je ne sais pas qui c'est. » Le silence qui suivit fut absolu et terrible. Toutes les conversations dans la salle d'attente s'arrêtèrent. Les mères cessèrent de consoler leurs enfants. Les vieillards cessèrent de lire leurs journaux. Les infirmières s'immobilisèrent. Tous, absolument tous, regardèrent la scène. Ils regardèrent Stéphane avec son costume cher et son sourire nerveux. Ils regardèrent Monique dans son fauteuil roulant avec sa modeste blouse fleurie, ses mains tremblantes s'agripper aux accoudoirs, ses yeux remplis de larmes qui commençaient à couler silencieusement sur ses joues ridées. Nicolas, Valérie et Olivier échangèrent des regards mal à l'aise. Quelque chose n'allait pas. La façon dont la vieille dame regardait Stéphane, la façon dont ses larmes coulaient, la façon dont sa bouche tremblait en essayant de former des mots qui ne sortaient pas. « Bon, » dit Nicolas en essayant de briser la tension. « Nous sommes venus rendre visite à un associé qui a été opéré. Il est au 7e étage. Stéphane, tu nous accompagnes ?» Stéphane regarda une dernière fois sa mère. Elle le fixait avec une expression de supplication, de douleur, d'incompréhension totale. Mais il avait déjà fait son choix. « Bien sûr, allons-y. » Et il s'éloigna, la laissant là, seule, détruite, humiliée devant plus de 50 personnes. Monique resta immobile. Les larmes coulaient et coulaient sans contrôle. Sa respiration était devenue erratique. La douleur dans sa poitrine s'intensifia, mais elle ne savait plus si elle était physique ou émotionnelle, probablement les deux. Une dame âgée assise près d'elle s'approcha lentement. « Madame, vous allez bien ?» Monique ne pouvait pas parler, elle secouait seulement la tête. Cet homme. C'était votre fils ? Monique hocha la tête, et ce simple mouvement déchaîna un sanglot profond qui venait du plus profond de son âme. D'autres personnes commencèrent à s'approcher, une jeune mère avec un bébé dans les bras, un monsieur avec des béquilles, une infirmière qui avait assisté à toute la scène depuis le comptoir de réception. « Quelle honte de fils » dit quelqu'un. « Comment peut-il faire ça à sa propre mère » dit un autre. « Cet homme n'a pas de cœur » ajouta une voix de plus. Les murmures se propagèrent dans toute la salle. Les gens regardaient Monique avec une compassion sincère, mais cette compassion ne faisait qu'approfondir l'humiliation. Elle avait été exposée dans sa douleur la plus intime devant des étrangers. Son fils, le fils pour qui elle avait tout sacrifié, l'avait renié. Comme Pierre a renié le Christ. Monique ferma les yeux, essayant de disparaître, de devenir invisible, de se faire avaler par la terre. Les souvenirs inondèrent son esprit comme un fleuve en crue. Elle se souvint quand Stéphane avait 5 ans et était tombé malade d'une pneumonie, comment elle avait marché sous la pluie avec lui dans ses bras pendant des kilomètres parce qu'il n'avait pas d'argent pour le taxi. Comment elle avait supplié le médecin de le soigner, même si elle ne pouvait pas payer sur le moment. Comment elle était restée éveillée 3 nuits d'affilée à lui appliquer des compresses froides pendant qu'il délirait de fièvre. Elle se souvint quand Stéphane avait 12 ans et que des enfants s'étaient moqués de lui à l'école parce qu'il n'avait pas de chaussures neuves. Comment elle avait fait des heures supplémentaires pendant 2 mois pour lui acheter ses chaussures.
Elle se souvint de son visage de bonheur quand il les a enfilés. Elle se souvint quand Stéphane avait 18 ans et voulait étudier l'ingénierie, mais il n'avait pas d'argent pour l'université. Comment elle avait vendu son seul luxe, une petite paire de boucles d'oreilles en or que sa propre mère lui avait offerte, pour payer les frais d'inscription du premier semestre. Elle se souvint de toutes les fois où elle avait mangé de la soupe aux légumes pour qu'il puisse manger de la viande. Toutes les fois où elle avait porté de vieux vêtements pour qu'il puisse en avoir des neufs. Mon Dieu, murmura Monique, les yeux toujours fermés, les larmes coulant sans cesse. Pourquoi? Pourquoi permets-tu cela? Que ai-je fait de mal? En quoi ai-je échoué en tant que mère? Sa voix était à peine audible, mais la douleur dans chaque mot était palpable. J'ai tant travaillé, j'ai tout sacrifié, je l'ai aimé de chaque fibre de mon être. Et pour ça? Pour qu'il me renie devant tout le monde, pour qu'il ait honte de moi. Sa respiration devint plus difficile. La douleur dans sa poitrine s'intensifia. Elle porta la main à son cœur. L'infirmière qui observait s'approcha, inquiète. Madame, ça va? Avez-vous besoin que j'appelle quelqu'un? Monique ouvrit lentement les yeux. Je n'ai personne, répondit-elle d'une voix brisée qui fendit le cœur de tous ceux qui l'entendirent. Mon fils vient de dire qu'il ne me connaît pas. Je n'ai personne d'autre en ce monde. L'infirmière, une femme d'une quarantaine d'années nommée Sandrine, sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait vu beaucoup de choses en 20 ans de travail dans les hôpitaux publics, mais la cruauté flagrante dont elle venait d'être témoin l'avait profondément émue. C'est à ce moment précis, alors que Monique était au plus bas de sa douleur et de son désespoir, que la porte latérale de la salle d'attente, une porte normalement fermée menant au cabinet privé, s'ouvrit lentement. Un homme que personne n'avait vu entrer en sortit. Il portait une blouse médicale blanche impeccable, mais quelque chose en lui était différent. Sa présence remplissait l'espace d'une manière inexplicable. Il était de taille moyenne, de corpulence moyenne, mais ses yeux. Ses yeux étaient profonds, sombres, remplis d'une compassion infinie que l'on pouvait sentir à des mètres de distance. Il avait les cheveux longs jusqu'aux épaules, une barbe soignée et marchait pieds nus dans de simples sandales en cuir, chose tout à fait inhabituelle pour un médecin. Les gens dans la salle d'attente commencèrent à le regarder avec curiosité. Sandrine, l'infirmière, fronça les sourcils. En 20 ans de travail ici, elle connaissait tous les médecins de l'hôpital. Cet homme ne lui était absolument pas familier. « Excusez-moi, dit-elle en s'approchant de lui. Vous êtes un nouveau médecin? Je ne vous avais jamais vu auparavant. » L'homme sourit avec une chaleur que Sandrine sentit dans son cœur. « Je suis ici pour quelqu'un qui a grand besoin de moi. » Le mystérieux docteur marcha directement vers Monique. Ses pas étaient assurés, mais doux. Chaque personne qu'il croisait ressentait quelque chose d'étrange, une sensation de paix, de calme, comme si une brise fraîche était entrée dans la salle étouffante. Il s'agenouilla devant le fauteuil roulant de Monique, se mettant à la hauteur de ses yeux. Ce simple geste, en contraste brutal avec l'humiliation que Stéphane lui avait infligée quelques minutes plus tôt, fit que Monique leva lentement le regard. « Monique, dit le docteur, et sa voix était comme un baume pour l'âme blessée. Monique cligna des yeux, surprise. « Comment connaissez-vous mon nom? » Je ne vous l'ai pas dit. Le docteur sourit. « Je connais ton nom. Je connais toute ton histoire. Je connais chaque sacrifice que tu as fait. Je connais chaque nuit où tu as pleuré en silence pour que ton fils ne t'entende pas. Je connais chaque fois que tu as eu faim pour qu'il mange. Je connais le moment exact où tu as vendu les boucles d'oreilles de ta mère, la seule chose de valeur que tu avais, pour payer son éducation. » Monique resta paralysée. Les larmes continuaient de couler, mais maintenant mêlées à une confusion totale. « Qui êtes-vous? Comment savez-vous tout ça? » Le docteur tendit la main et prit doucement les mains ridées et tremblantes de Monique entre les siennes. « Je suis quelqu'un qui ne t'a jamais laissé seule, Monique. Même quand tu pensais être seule, j'ai été avec toi à chaque instant. J'étais avec toi cette nuit-là où tu as marché sous la pluie avec Stéphane dans les bras quand il avait une pneumonie. Je guidais tes pas dans l'obscurité. J'étais avec toi à l'aube quand tu lavais du linge avec les mains gelées. Je réchauffais ton cœur de ma présence, même si tu ne la sentais pas. J'étais avec toi quand tu as vendu tes boucles d'oreilles et que tu as pleuré parce que c'était la dernière chose qui te reliait à ta mère. J'ai recueilli chacune de ces larmes. » Les paroles du docteur résonnaient dans le silence absolu qui s'était installé dans la salle d'attente. Tous, absolument tous, avaient cessé ce qu'ils faisaient.
Ceux qui étaient debout s'étaient approchés, formant un demi-cercle autour de la scène. Ceux qui étaient assis s'étaient penchés en avant. Personne ne sciait, personne n'osait parler. C'était comme si le temps lui-même s'était arrêté. Monique regardait fixement les yeux du docteur et y voyait quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer. Elle voyait de l'amour, un amour pur, inconditionnel, infini. « Mais docteur, » murmura Monique d'une voix tremblante. « Mon fils. Mon fils vient de me renier. Il a dit qu'il ne me connaissait pas. Pourquoi Dieu permet-il qu'après tout ce que j'ai sacrifié, après tout ce que j'ai donné, mon propre fils me rejette ainsi ?» Le docteur serra doucement ses mains. « Monique, ce que ton fils a fait aujourd'hui ne définit pas ta valeur. Ta valeur ne se mesure pas à la façon dont les autres te traitent, mais à la quantité d'amour que tu as donné. Et tu as donné plus d'amour que la plupart des gens n'en donnent en 10 vies. » Il se leva lentement, mais sans lâcher les mains de Monique. « Aujourd'hui, ton fils a pris une décision, mais aujourd'hui aussi, il devra faire face aux conséquences de cette décision d'une manière qu'il n'a jamais imaginée. » Monique le regarda sans comprendre. « Que voulez-vous dire ?» Le docteur regarda vers la porte par où Stéphane était sorti quelques minutes plus tôt. « Cela signifie que je vais aller lui parler et que ce qui se passera ensuite. » Il fit une pause significative. « Après que j'aurai fini de parler à Stéphane, ni lui ni personne dans cet hôpital ne sera plus jamais le même. » Les gens autour laissèrent échapper des murmures d'étonnement. Qui était ce docteur? Que allait-il faire? Que allait-il dire à Stéphane? Stéphane marchait dans le couloir du 7e étage de l'hôpital public aux côtés de Nicolas, Valérie et Olivier. Son cœur battait la chamade, non pas de remords, mais de l'adrénaline d'avoir sauvé sa réputation. Du moins, c'est ce qu'il pensait. C'était une situation gênante, commenta Valérie en attendant l'ascenseur. Oui, répondit Stéphane en essayant de paraître désinvolte. Il est difficile de trouver du personnel domestique fiable de nos jours. Cette femme ne comprend tout simplement pas comment fonctionnent les hôpitaux. Nicolas le regarda avec une expression que Stéphane ne put déchiffrer complètement. Du personnel domestique. Je pourrais jurer que cette dame te regardait d'une manière très personnelle. Stéphane rit nerveusement. Les gens pauvres cherchent toujours à créer des liens émotionnels inappropriés avec leurs employeurs. C'est un problème courant. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et les 4 entrèrent. L'espace était petit, claustrophobe. Stéphane pouvait sentir les regards de ses collègues sur lui. Quelque chose n'allait pas. L'ambiance était devenue inconfortable. Olivier, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « Stéphane, je dois être honnête avec toi. Je viens d'une famille modeste. Ma mère a aussi travaillé comme blanchisseuse pour payer mes études. Et la façon dont cette femme te regardait. Ce n'était pas comme une employée. C'était comme une mère. » Stéphane sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais son orgueil était plus fort que sa conscience. « Olivier, avec tout le respect que je te dois, je pense que tu projettes tes propres expériences sur une situation que tu ne comprends pas. J'ai engagé cette femme il y a quelques mois seulement pour aider avec les courses au marché. Elle m'a demandé de la mener à l'hôpital parce qu'elle n'a pas d'assurance maladie privée. » Fin de l'histoire. Valérie croisa les bras. « Stéphane, ça fait 15 ans que je suis dans les ressources humaines. J'ai interviewé des milliers de personnes. Je sais reconnaître quand quelqu'un ment. Et tu mens en ce moment. » L'ascenseur arriva au 7e étage avec un son métallique. Les portes s'ouvrirent, mais personne ne bougea immédiatement. Le silence était dense, lourd, accusateur. « Je n'ai pas à vous donner d'explications sur ma vie personnelle, » dit Stéphane d'un ton défensif qui ne fit que confirmer les soupçons de tous. « Vous ne me connaissez pas vraiment, vous ne savez rien de mon passé. » Nicolas fit un pas en avant et posa une main sur l'épaule de Stéphane avec une pression qui n'était pas exactement amicale. « Tu as raison, nous ne te connaissons pas vraiment. Et après ce que nous venons de voir, je ne suis pas sûr de vouloir te connaître. » Les 4 sortirent de l'ascenseur dans le couloir du 7e étage. Cet étage était différent de la salle d'attente du rez-de-chaussée. Ici, il y avait des chambres privées, plus de silence, moins de monde. L'odeur de désinfectant était plus forte. Les infirmières marchaient à pas feutrés sur le sol en linoléum brillant. Stéphane essayait désespérément de changer de sujet de conversation. « Nicolas, à propos du contrat dont nous discutions la semaine dernière. » Mais Nicolas l'interrompit.
Stéphane, en ce moment, je ne veux pas parler d'affaires. Je veux parler de ce qui vient de se passer en bas. C'est exactement à ce moment-là que la porte de l'ascenseur qu'il venait de quitter s'ouvrit à nouveau. Le docteur en blouse blanche en sortit, le même qui s'était agenouillé devant Monique. Il marchait d'un pas sûr et décidé droit vers eux. Ses sandales faisaient un bruit doux contre le sol. Sa présence remplissait le couloir d'une manière inexplicable. Les quatre le regardèrent s'approcher. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose dans la façon dont il les regardait, qui fit que tous se sentirent exposés, vulnérables, comme si cet étranger pouvait voir directement dans leurs âmes. Le docteur s'arrêta juste en face de Stéphane. Il le regarda droit dans les yeux. Stéphane, qui mesurait un m80 et s'était toujours senti intimidant dans les salles de réunion, sentit que cet homme de taille moyenne le surpassait en présence d'une manière écrasante. « Stéphane Ortega », dit le docteur d'une voix douce mais qui résonnait aux oreilles comme une cloche. Stéphane cligna des yeux, surpris. « Est-ce que je vous connais? Vous êtes médecin dans cet hôpital ?» L'homme sourit, mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire de quelqu'un qui connaissait un terrible secret et était sur le point de le révéler. « Je suis médecin, oui, mais pas du genre que tu penses. Je ne soigne pas seulement les corps, Stéphane. Je soigne les cœurs malades, les âmes pourries par l'orgueil et la honte. Et toi, Stéphane, tu as le cœur le plus malade que j'ai vu depuis longtemps. » Nicolas, Valérie et Olivier échangèrent des regards de confusion totale. Qui était cet homme? Pourquoi parlait-il ainsi? Et comment connaissait-il le nom complet de Stéphane? Olivier fit un pas en avant. « Excusez-moi, docteur, vous travaillez ici? Quel est votre nom? » Le docteur ne le regarda même pas. Ses yeux restaient fixés sur Stéphane. « Stéphane, » continua le docteur, ignorant complètement la question d'Olivier, « il y a exactement 37 ans, le 15 mars 1988, tu es né dans ce même hôpital. Ta mère, Monique, n'avait pas d'argent pour payer une clinique privée. Elle a accouché dans la maternité du 3e étage, la même salle qu'ils utilisent maintenant pour les patients sans assurance. Tu as eu des complications à la naissance. Les docteurs pensaient que tu ne survivrais pas à la première nuit. Mais ta mère a prié toute la nuit à côté de ta couveuse. Elle a promis à Dieu que si tu survivais, elle consacrerait sa vie entière à bien t'élever, à te donner tout ce qu'elle n'avait jamais eu. » Stéphane sentit le sang quitter son visage. Comment cet homme pouvait-il connaître ces détails si spécifiques? Monique lui avait raconté cette histoire quand il était enfant, mais il ne l'avait jamais partagée avec personne. Vous ne pouvez pas savoir ça. Ma mère est la seule qui. Le docteur s'approcha d'un pas. Ta mère a tenu sa promesse, Stéphane. Elle a travaillé comme blanchisseuse pendant 30 ans. Sais-tu combien d'heures représente 30 ans à laver le linge des autres avec les mains en sang à cause du savon et de l'eau froide? 262 800 heures. Je les ai comptées une par une. Valérie laissa échapper un cri étouffé et porta les mains à sa bouche. Mon Dieu! Cette femme dans la salle d'attente, c'est ta mère. Tu viens de renier ta propre mère devant tout le monde. Stéphane se tourna vers elle, la panique dans les yeux. Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous ne comprenez pas. J'ai une réputation à maintenir. J'ai une position sociale. Vous ne pouvez pas me voir avec. Le docteur l'interrompit d'une voix qui contenait désormais un tranchant d'acier. On ne peut pas te voir avec quoi, Stéphane? Avec la femme qui a vendu ses seuls bijoux de valeur pour payer ton premier semestre d'université? Avec la femme qui a mangé de la soupe aux légumes pendant des années pour que tu puisses manger de la viande? Avec la femme qui a marché 5 kilomètres sous la pluie en te portant quand tu avais une pneumonie parce qu'elle n'avait pas d'argent pour un taxi? Nicolas s'éloigna de Stéphane comme si sa présence était contaminante. Tu es un monstre. Tu es un putain de monstre sans cœur. Olivier secouait la tête, son visage montrant un mélange de dégoût et de profonde déception. Je pensais que tu étais un homme d'affaires dur mais juste, mais ça. C'est simplement cruel, inhumain. Stéphane sentit les murs du couloir se refermer sur lui. Son image professionnelle soigneusement construite s'effondrait comme un château de cartes. Vous ne comprenez pas la pression de maintenir un certain statut social. Ma femme, Isabelle, vient d'une famille riche. Ses parents ne m'ont jamais complètement accepté parce qu'ils savent que je viens d'en bas. S'ils savaient que ma mère est une blanchisseuse, que j'ai grandi dans un 2 pièces dans une cité ouvrière,
il me rejetterait complètement. Mon mariage s'effondrerait. Ma position dans l'entreprise serait compromise. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Le docteur leva une main et Stéphane se tut immédiatement. C'était comme si une force invisible lui avait fermé la bouche. Tout ce pourquoi tu as travaillé? Tu n'as travaillé pour rien, Stéphane. C'est ta mère qui a travaillé. Elle s'est détruit les mains, le dos, la santé pour que tu puisses avoir les opportunités qu'elle n'a jamais eues. Et tu as pris ces opportunités, tu as construit une vie réussie sur ses sacrifices, puis tu as eu honte d'elle. Tu l'as traitée comme si c'était une ordure qu'il fallait cacher. Le docteur s'approcha encore. Ils étaient maintenant presque nez à nez. Dis-moi quelque chose, Stéphane. Quand as-tu rendu visite à ta mère pour la dernière fois? Stéphane ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Son esprit commença à faire des calculs. Quand était-ce? 2 mois? 3? Non, plus. 4 mois, répondit le docteur pour lui. Il y a exactement 4 mois que tu n'as pas rendu visite à ta mère. Et cette visite a duré exactement 17 minutes parce que tu avais un dîner d'affaires. Avant cela, 6 mois s'étaient écoulés. Et avant cela, presque une année complète. Et sais-tu ce que ta mère faisait chaque jour où tu ne venais pas? Elle regardait par la fenêtre en espérant voir ta voiture. Elle cuisinait ton plat préféré au cas où tu déciderais de passer. Elle gardait ta chambre d'enfant exactement comme elle était, propre, rangée, en attente. Les larmes commencèrent à se former dans les yeux de Stéphane, mais il les réprima avec fureur. Je lui envoyais de l'argent. Je payais ses factures. Que voulait-elle de plus? Le docteur le regarda avec un mélange de pitié et de déception. Elle ne voulait pas de ton argent, Stéphane. Elle voulait son fils. Elle voulait que tu lui rendes visite, que tu parles avec elle, que tu lui demandes comment elle allait, que tu lui dises que malgré tout ton succès, tu n'avais pas oublié d'où tu venais. Mais toi, tu as oublié. Tu as complètement oublié. Quand ta mère a eu l'accident il y a 5 ans, continua le docteur d'une voix qui tremblait maintenant d'une émotion contenue, où étais-tu? Stéphane déglutit. Il savait exactement où il avait été. J'étais en voyage d'affaires sur la Côte d'Azur. Non, corrigea le docteur. Tu étais dans un complexe hôtelier 5 étoiles sur la Côte d'Azur, en train de célébrer l'anniversaire d'Isabelle dans une suite qui coûtait 3 000 € la nuit. Ta secrétaire t'a appelé pour t'informer que ta mère avait été renversée par un camion, qu'elle était en soins intensifs, que les médecins ne savaient pas si elle survivrait. Et qu'as-tu fait? Stéphane ferma les yeux. C'était le souvenir qui le tourmentait le plus les nuits où il ne pouvait pas dormir, bien qu'il ne l'admettrait jamais à voix haute. J'ai dit à ma secrétaire d'envoyer de l'argent à l'hôpital pour couvrir les frais médicaux, que je ne pouvais pas revenir parce que j'avais déjà payé l'hôtel et que ce n'était pas remboursable. Le docteur hocha lentement la tête. Exactement. Ta mère a passé 3 semaines en soins intensifs, 3 semaines entre la vie et la mort, et tu n'es jamais venu une seule fois. Ce sont les voisines, les dames de la paroisse, des gens qui la connaissaient à peine, qui se sont relayés pour être avec elle. Valérie, qui avait écouté avec des larmes coulant sur ses joues, ne put se retenir plus longtemps. Tu es méprisable. Tu es la pire espèce d'être humain qui existe. Sa voix résonna dans tout le couloir. Des infirmières et d'autres visiteurs sortirent des chambres pour voir ce qui se passait. Ma mère est morte il y a 2 ans et je donnerais n'importe quoi, absolument n'importe quoi, pour avoir un jour de plus avec elle. Et toi, tu as ta mère vivante, qui t'attend, qui t'aime inconditionnellement malgré tout ce que tu lui as fait, et tu la traites comme si c'était une ordure. Olivier, qui venait d'une famille modeste et avait toujours entretenu une relation proche avec sa mère, regardait Stéphane avec un pur dégoût. Le contrat que nous négocions, Stéphane, est annulé. Je ne fais pas d'affaires avec des gens sans valeur. Et je vais m'assurer que tout le monde dans notre cercle professionnel sache exactement quel genre de personne tu es. Nicolas sortit son téléphone portable. Je vais faire encore mieux. Je vais appeler le directeur de ton entreprise. Jean-Luc Martin est un ami personnel. Je pense qu'il sera très intéressé de savoir que son directeur régional traite sa propre mère de cette façon. Je ne sais pas pour toi, mais je ne voudrais pas que ce genre de personne représente ma société. Stéphane sentit le monde s'effondrer autour de lui. Sa carrière, sa réputation, sa vie soigneusement construite. Tout s'écroulait en quelques minutes.
Il se laissa glisser contre le mur du couloir, son costume à 3 000 € se froissant sans qu'il s'en soucie. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai tellement travaillé pour arriver où je suis. Vous ne pouvez pas tout me prendre pour une erreur. Le docteur s'agenouilla devant lui, exactement de la même manière qu'il s'était agenouillé devant Monique. Ce n'était pas une erreur, Stéphane. C'était un choix. Une série de choix que tu as fait pendant des années. Des choix de mettre ton orgueil avant ta famille, ton image avant ton intégrité, ton confort avant le bien-être de la femme qui t'a donné la vie. Stéphane laissa enfin les larmes couler. Que voulez-vous que je fasse? Que puis-je faire maintenant? Je l'ai déjà renié devant tout le monde. J'ai déjà dit que je ne la connaissais pas. Je ne peux pas me rétracter. Je passerai pour un menteur. Le docteur posa une main sur l'épaule de Stéphane. Tu es déjà un menteur, Stéphane. La question n'est pas de savoir de quoi tu as l'air aux yeux des autres. La question est, qui veux-tu vraiment être? Peux-tu continuer cette vie que tu as construite sur la honte et le déni? Tu peux continuer à prétendre que tu viens d'une famille riche, que ta mère n'existe pas, que ton passé modeste n'a jamais eu lieu. Mais cette vie est construite sur du sable, Stéphane, et les tempêtes commencent déjà. Tes collègues connaissent maintenant la vérité. Ton patron connaîtra bientôt la vérité. Et finalement, tout le monde connaîtra la vérité, parce que la vérité finit toujours par éclater. Stéphane sanglotait ouvertement maintenant, tout son corps tremblant. Ou tu peux choisir un autre chemin, dit le docteur. Tu peux descendre ces escaliers maintenant, marcher vers cette salle d'attente où ta mère est assise dans son fauteuil roulant avec le cœur brisé, t'agenouiller devant elle comme je me suis agenouillé, et lui demander pardon. Et si elle ne me pardonne pas? Demanda Stéphane d'une voix brisée. Et s'il est trop tard? Le docteur sourit pour la première fois depuis le début de la confrontation. Stéphane, c'est ta mère. Les mères pardonnent toujours. C'est leur don et leur malédiction. Elle te pardonnera. La question est, pourras-tu te pardonner à toi-même? Stéphane se leva lentement. Son visage était rouge et enflé par les pleurs. Son costume cher était froissé et débraillé. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient en désordre. Mais pour la première fois depuis des années, il avait l'air humain, il avait l'air réel. Je ne sais pas si je peux, admit-il avec une honnêteté brutale. Je ne sais pas si j'ai le courage d'affronter ce que j'ai fait. Le docteur se releva également. Le courage n'est pas l'absence de peur, Stéphane. Le courage, c'est d'agir malgré la peur. Ta mère a montré du courage chaque jour pendant 30 ans quand elle se levait à 4 heures du matin pour laver du linge même si tout son corps lui faisait mal. Tu peux montrer du courage une fois en marchant vers elle et en admettant ton erreur. Valérie, qui avait observé toute la scène, essuya ses larmes. Stéphane, si tu descends maintenant et que tu demandes pardon à ta mère, si tu changes vraiment, peut-être, juste peut-être, pourrons-nous oublier ce que nous avons vu aujourd'hui. Mais si tu ne le fais pas, si tu la laisses quitter cet hôpital en pensant que son fils l'a rejeté pour toujours, je me chargerai personnellement que tout le monde à Nantes sache quel genre d'homme tu es. Stéphane hocha lentement la tête. Il s'essuya le visage avec les manches de sa veste italienne. Je vais descendre. Je vais lui parler. Mais j'ai besoin. J'ai besoin d'un moment pour réfléchir à ce que je vais dire. Le docteur secoua la tête. Tu n'as pas besoin de réfléchir à quoi dire. Les mots les plus vrais viennent du cœur, sans répétition. Descends, regarde ta mère dans les yeux et dis-lui la vérité. Stéphane commença à marcher vers l'ascenseur. Ses jambes tremblaient. Chaque pas semblait peser 1000 kilos. Nicolas, Olivier et Valérie le suivirent à distance. Le docteur marchait à côté de Stéphane comme un guide silencieux. Quand ils arrivèrent à l'ascenseur, Stéphane appuya sur le bouton. Les portes s'ouvrirent immédiatement. C'était comme si l'ascenseur l'avait attendu. Il entra avec le docteur. Les 3 autres décidèrent de prendre les escaliers. Nous voulons voir ça, dit Olivier, mais de loin. C'est ton moment, Stéphane. Les portes de l'ascenseur commencèrent à se fermer. Stéphane regarda le docteur. Qui êtes-vous vraiment? Comment savez-vous toutes ces choses sur ma vie? Le docteur sourit mystérieusement. Disons que je suis quelqu'un qui se soucie profondément des relations entre les mères et leurs fils. L'ascenseur descendait lentement. Stéphane regardait les chiffres changer sur l'écran numérique. 7e étage.
6e. 5e. Son cœur battait de plus en plus vite. Et si elle me crie dessus? Et si elle me dit qu'elle me déteste? Et si elle dit qu'elle ne veut plus jamais me voir? Le docteur le regarda avec une compassion infinie. Stéphane, quand tu avais 5 ans et que tu as eu une pneumonie, ta mère a marché 5 kilomètres sous la pluie en te portant dans ses bras parce qu'elle n'avait pas d'argent pour un taxi. Ses chaussures se sont cassées à mi-chemin et elle a continué à marcher pieds nus sur le trottoir mouillé. Quand elle est finalement arrivée à l'hôpital, ses pieds saignaient. Crois-tu qu'une mère qui a fait ça va te haïr? 4e étage. 3e. Quand tu avais 12 ans et que des enfants se sont moqués de toi à l'école pour tes vieux vêtements, ta mère a fait des doubles journées de travail pendant 3 mois pour t'acheter des vêtements neufs. Elle n'a mangé que du pain et de la soupe pendant tout ce temps. Elle a perdu 8 kilos. Crois-tu qu'une mère qui a fait ça va te rejeter? 2e étage. Quand tu as eu 18 ans et que tu voulais étudier l'ingénierie, mais qu'il n'y avait pas d'argent, ta mère a vendu les seules boucles d'oreilles en or qu'elle avait, un cadeau de sa propre mère décédée. 1er étage. L'ascenseur s'arrêta avec un son doux. Les portes commencèrent à s'ouvrir. Stéphane pouvait voir la salle d'attente à travers les portes qui s'ouvraient lentement. Il pouvait voir les têtes des gens assis. Et là, au même endroit où il l'avait laissée, se trouvait sa mère. Elle était toujours dans son fauteuil roulant. Elle pleurait toujours. Une dame âgée était à côté d'elle, essayant de la consoler. « Il est temps, Stéphane, » dit le docteur, le poussant doucement en avant. Stéphane fit un pas hors de l'ascenseur, ses jambes le soutenant à peine. Les gens dans la salle d'attente commencèrent à remarquer sa présence. Les murmures commencèrent. C'est le fils qui l'a renié. Que fait-il encore ici? Il vient sûrement pour finir de l'humilier. Stéphane marcha vers le centre de la salle d'attente. Toutes les conversations s'arrêtèrent. Tous les yeux étaient sur lui. Monique ne levait toujours pas les yeux. Elle avait la tête baissée, perdue dans sa douleur. Stéphane s'arrêta juste devant son fauteuil roulant. Pendant un long et terrible moment, il ne sut que faire. Le docteur, qui se tenait à proximité, hocha la tête. C'était le signal. C'était le moment. Il n'y avait pas de retour en arrière. Stéphane se laissa tomber à genoux devant le fauteuil roulant de sa mère. Le bruit de ses genoux heurtant le sol de la salle d'attente résonna comme un coup de tonnerre. Monique leva la tête, surprise. Ses yeux rouges et gonflés rencontrèrent ceux de son fils. Stéphane pleurait. De grosses larmes coulaient sur ses joues, mouillant son costume cher. « Maman. » Sa voix se brisa sur ce seul mot. La salle entière retenait son souffle. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Le temps s'était arrêté. Monique regardait son fils agenouillé devant elle, le fils qui quelques minutes plus tôt l'avait renié, qui avait dit qu'il ne la connaissait pas. « Maman, » répéta Stéphane. « Je suis le pire fils du monde. Je suis un monstre. Je suis tout ce qui ne va pas dans ce monde. » Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de prendre les mains de sa mère, mais il n'osait pas. Il ne sentait pas qu'il en avait le droit. « J'ai dit que je ne te connaissais pas. J'ai dit que tu n'étais personne. Mais la vérité, c'est que je ne suis personne sans toi. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à toi. Et je te l'ai payé avec de la honte. Je te l'ai payé en te reniant. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. » Monique regardait son fils agenouillé devant elle, et son cœur se brisait en 1000 morceaux, mais pas de douleur, d'amour. Cet amour maternel qui transcende toute blessure, toute trahison, toute humiliation. Ses mains tremblantes s'étendirent lentement vers le visage de Stéphane. Elle toucha ses joues mouillées de larmes avec une tendresse infinie, comme si elle touchait le bébé qu'elle avait mis au monde il y a 42 ans. « Mon fils, » murmura-t-elle d'une voix brisée, « je t'ai pardonné au moment même où tu m'as renié. » Les larmes de Stéphane s'intensifièrent. « Comment peux-tu me pardonner si facilement? Après ce que j'ai fait, après ce que j'ai dit. » Monique sourit à travers ses propres larmes. « Parce que tu es mon fils. Parce que je t'ai porté 9 mois dans mon ventre. Parce que je t'ai allaité quand tu étais bébé. Parce que j'ai soigné chacune de tes fièvres. Parce que j'ai célébré chacune de tes réussites. Les mères ne pardonnent pas parce que leurs enfants le méritent.
Nous pardonnons parce qu'aimer est la seule chose que nous savons faire. La salle d'attente entière était dans un silence absolu. On n'entendait pas une respiration. Les infirmières avaient arrêté de travailler. Les patients avaient oublié leur propre douleur. Tous assistaient à quelque chose de sacré, quelque chose qui transcendait l'ordinaire. Maman, il y a tellement de choses que j'ai besoin de te dire, sanglotait Stéphane sans contrôle maintenant, sans se soucier de qui le voyait, sans se soucier de sa réputation ou de son image. Tout cela avait cessé d'avoir de l'importance. J'ai eu honte de toi. J'ai eu honte de notre maison modeste. J'ai eu honte que tu sois une blanchisseuse. J'ai eu honte de tout ce que tu représentais parce que je pensais que cela me diminuait. Je pensais que pour être quelqu'un d'important, je devais oublier d'où je venais. Je pensais que pour m'intégrer dans le monde des riches, je devais te renier. Monique lui caressait les cheveux comme elle le faisait quand il était enfant et qu'il faisait des cauchemars. Je sais, mon fils. Je l'ai toujours su. Chaque fois que tu me rendais moins visite. Chaque fois que tes appels étaient plus courts. Chaque fois que tu inventais des excuses pour ne pas venir. Je le savais. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je n'ai jamais cessé de prier pour toi chaque nuit. Je n'ai jamais cessé d'espérer qu'un jour tu redeviendrais le garçon au bon cœur que j'ai élevé. Quand j'ai eu l'accident, continua Monique, quand ce camion m'a renversé et que les médecins ont dit que je ne remarcherais jamais, la seule chose à laquelle je pensais était, je veux revoir mon fils une fois de plus. Je veux lui dire que je l'aime. J'ai attendu 3 semaines à l'hôpital. La voix de Monique tremblait à chaque mot. 3 semaines où les médecins ne savaient pas si j'allais survivre. Chaque fois que j'ouvrais les yeux, je cherchais ton visage. Chaque fois que j'entendais des pas dans le couloir, je pensais que c'était toi. Mais tu n'es jamais venu. Stéphane enfouit son visage sur les genoux de sa mère. Je sais, je sais. Et je me déteste pour ça. J'étais sur la Côte d'Azur en train de célébrer un anniversaire stupide pendant que tu mourais. Quelle sorte de fils fait ça? Monique lui releva le visage avec ses mains. Un fils qui s'est perdu en chemin. Mais les fils perdus peuvent retrouver le chemin de la maison. Le docteur, qui était resté silencieux à observer la scène, s'avança. Tous dans la salle le regardèrent. Il y avait quelque chose de différent en lui maintenant. Sa présence semblait remplir tout l'espace. Monique, dit-il d'une voix douce mais puissante, tu as porté une douleur très lourde pendant 5 ans. Pas seulement la douleur de tes jambes qui ne peuvent pas marcher, mais la douleur d'un cœur qui s'ennuie de son fils. Il est temps que cette douleur se termine. Monique le regarda sans bien comprendre. Que voulez-vous dire, docteur? Le docteur s'agenouilla à côté de Stéphane, plaçant une main sur l'épaule du fils et une autre sur les jambes immobiles de Monique. As-tu confiance en moi, Monique? Elle hocha la tête, bien qu'elle ne soit pas sûre pourquoi. Il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme qui inspirait une confiance inexplicable. J'ai confiance en vous. Le docteur ferma les yeux. La salle d'attente, qui était déjà silencieuse, sembla sombrer dans un silence encore plus profond. C'était comme si même l'air avait cessé de bouger. Père, dit le docteur à voix basse, mais que tout le monde entendit avec une parfaite clarté. Cette femme a assez souffert. Elle a tout donné par amour. Elle a pardonné là où d'autres auraient haï. Elle a aimé là où d'autres auraient rejeté. Il est temps de restaurer ce que l'ennemi a volé. Une chaleur étrange commença à se propager des mains du docteur. Monique la sentit d'abord dans ses jambes qui pendant 5 ans n'avaient rien senti. C'était comme si des milliers de petits courants électriques parcouraient ses muscles endormis. Ses yeux s'écarquillèrent. Docteur. Je sens quelque chose. Je sens mes jambes. Un murmure d'étonnement parcourut la salle d'attente. La sensation s'intensifia. Monique pouvait sentir chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule de ses jambes revenir à la vie après 5 ans d'obscurité. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, mais c'étaient des larmes d'une émotion complètement différente. Je peux sentir mes pieds. Je peux sentir mes doigts. Stéphane s'écarta, effrayé et émerveillé à la fois. Qu'est-ce qui se passe? Que lui faites-vous? Le docteur ouvrit les yeux et sourit. Je ne lui fais rien. Je permets simplement au pouvoir de l'amour véritable de faire ce qu'il a toujours été destiné à faire, guérir, restaurer, racheter. Il se leva et tendit les 2 mains vers Monique. Maintenant, Monique,
Je veux que tu fasses quelque chose que tu n'as pas fait depuis 5 ans. Je veux que tu aies une confiance totale et que tu te lèves. La salle entière retint son souffle. Plusieurs personnes portèrent les mains à leur bouche. Une infirmière laissa tomber les dossiers qu'elle portait. Le bruit des papiers heurtant le sol résonna comme un coup de tonnerre dans le silence attentif. Monique regarda les mains tendues du docteur. Elle regarda ses propres jambes qui, pendant 5 ans, n'avaient été qu'un poids mort. Je ne peux pas. Les médecins ont dit que ma colonne. Les médecins ont dit beaucoup de choses, interrompit le docteur avec douceur. Mais il y a un pouvoir plus grand que n'importe quel diagnostic médical. Il s'appelle la foi. Et toi, Monique, tu as eu la foi toute ta vie. Tu as eu la foi quand tu lavais du linge à 4 heures du matin, croyant que ton sacrifice en vaudrait la peine. Tu as eu la foi quand tu as vendu tes boucles d'oreilles, croyant que ton fils aurait un avenir meilleur. Tu as eu la foi quand tu as pardonné à Stéphane il y a quelques minutes à peine, croyant que l'amour est plus fort que n'importe quelle blessure. Maintenant, aie foi en ceci. Monique regarda Stéphane, qui était paralysé d'étonnement. Mon fils, crois-tu que je peux? Stéphane, des larmes coulant sur son visage, hocha vigoureusement la tête. Maman, s'il y a une chose que j'ai apprise au cours des 30 dernières minutes, c'est que tu es la femme la plus forte que je connaisse. Si quelqu'un peut faire ça, c'est toi. Monique prit une profonde inspiration, posa ses mains tremblantes dans les mains fermes du docteur, sentit une force qui ne venait pas d'elle-même couler à travers ses doigts. C'était comme si elle était connectée à une source de pouvoir illimité. Elle commença à exercer une pression sur ses jambes. Pour la première fois en 5 ans, ses muscles répondirent. Monique poussa vers le haut. Ses jambes, qui n'avaient pas supporté de poids en 1825 jours, commencèrent à s'étendre centimètre par centimètre. Elle s'élevait du fauteuil roulant. La salle entière observait avec des yeux exorbités. Certaines personnes commencèrent à prier à voix basse. D'autres pleuraient sans pouvoir se retenir. « Ça marche !» cria quelqu'un. « Mon Dieu, elle est debout !» cria un autre. Et c'était vrai. Monique Duval, qui 5 ans plus tôt avait été déclarée paraplégique permanente par une équipe de neurochirurgiens spécialisés, était debout. Elle tremblait, oui. Ses jambes étaient faibles après des années sans utilisation, oui. Mais elle était debout, complètement debout, soutenue uniquement par ses propres jambes et les mains du mystérieux docteur. Maintenant, dit le docteur avec un sourire qui semblait contenir toute la joie de l'univers, fais un pas. Monique le regarda avec peur. Un pas. C'est beaucoup. Je ne pense pas que je puisse. Fais un pas, répéta le docteur avec une autorité aimante. Monique avança son pied droit. Ce fut un mouvement petit, chancelant, incertain, mais c'était un pas, un vrai pas. Son pied gauche suivit. Un autre pas. Le fauteuil roulant resta vide derrière elle, et Monique marchait. La salle d'attente explosa en cris d'étonnement et de louange. C'est un miracle. Loué soit Dieu. Je n'en crois pas mes yeux. Les gens se levèrent de leur siège. Certains tombèrent à genoux, d'autres applaudissaient avec des larmes coulant sur leur visage. Les infirmières accoururent vers la scène, complètement confuses mais émerveillées. Sandrine, l'infirmière qui avait consolé Monique auparavant, pleurait de manière incontrôlable. En 20 ans de travail dans les hôpitaux, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'est impossible. C'est médicalement impossible. Stéphane était debout, complètement paralysé, regardant sa mère faire des pas lents mais réels vers lui. Il ne pouvait pas traiter ce qu'il voyait. Son esprit rationnel d'ingénieur essayait de trouver une explication logique, mais il n'y en avait aucune. Cela défiait toutes les lois de la médecine, de la biologie, de la physique. Monique marcha droit vers son fils. Chaque pas était plus ferme que le précédent. Au moment où elle arriva devant lui, ses jambes ne tremblaient plus autant. Elle s'arrêta à quelques centimètres de Stéphane, le regardant droit dans les yeux. Pour la première fois en 5 ans, ils étaient au même niveau. Mère et fils, debout, face à face. Monique étendit ses bras et enveloppa Stéphane dans une étreinte qui contenait 5 ans de désir, 30 ans de sacrifice et un amour qui transcendait toute blessure. Stéphane la serra avec une force désespérée, comme s'il voulait se fondre en elle, comme s'il voulait retourner dans le ventre où tout était sûr et chaud. « Je t'aime, maman. Je t'aime tellement. Je suis désolé. Je suis désolé pour tout.
Monique lui caressait le dos comme quand il était petit et se blessait en jouant. Je sais, mon fils, je sais. Et je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. L'étreinte dura plusieurs minutes. Personne n'interrompit. C'était un moment sacré. Le docteur observait avec satisfaction, avec paix, avec la connaissance de quelqu'un qui a accompli sa mission. Valérie, Nicolas et Olivier, qui étaient descendus par les escaliers et avaient assisté à tout depuis l'entrée de la salle d'attente, étaient complètement bouleversés émotionnellement. Valérie pleurait sur l'épaule d'Olivier. Nicolas s'essuyait les yeux avec son mouchoir en soie. « Jamais de ma vie, » murmura Olivier, « jamais de ma vie je n'ai assisté à quelque chose comme ça. C'est sain. » Quand ils se séparèrent enfin de l'étreinte, Stéphane se tourna vers toute la salle d'attente. Son visage était transformé. Il n'était plus le cadre arrogant qui était entré ce matin. C'était un homme brisé, humilié, mais paradoxalement plus complet que jamais. « Je veux que vous sachiez tous, » sa voix résonna clairement dans toute la salle, « que je suis le pire fils qui ait jamais existé. Cette femme, » il montra Monique avec révérence, « cette femme extraordinaire a tout sacrifié pour moi, et je l'ai payée en la reniant, en ayant honte d'elle, en la traitant comme si elle n'existait pas. » Les gens écoutaient dans un silence absolu. « Mais elle m'a pardonné. Et non seulement ça, Dieu vient de la guérir devant vous tous. Et je veux que vous sachiez qu'à partir de ce jour, ma vie change complètement. Je ne vais plus vivre pour impressionner les autres. Je vais vivre pour honorer cette femme qui m'a tout donné. » Il se tourna vers Nicolas, Valérie et Olivier. « Vous aviez raison. Je suis un monstre. J'étais un monstre, mais avec l'aide de Dieu, je serai meilleur. » Valérie s'approcha lentement. « Stéphane, ce dont nous venons d'être témoins. Cela change tout. Ce n'est pas seulement toi et ta mère. C'est quelque chose de plus grand. » Nicolas s'avança. Son visage montrait une vulnérabilité qu'il n'avait jamais permise dans ses cercles d'affaires. « Stéphane, j'ai aussi une confession à faire. Mon père vit seul dans un village en Normandie. Il a 82 ans. Je lui rends visite une fois par an, tout au plus. J'ai toujours des excuses, le travail, les voyages, les engagements. Mais la vérité, c'est que j'ai honte de l'emmener à des événements sociaux parce que c'est un agriculteur à la retraite avec un accent du terroir. Et après avoir vu ce qui s'est passé ici aujourd'hui, je me rends compte que je suis exactement comme tu l'étais il y a 30 minutes. » Les larmes coulaient librement sur son visage. « Je vais l'appeler tout de suite. Je vais aller le voir ce week-end. Je vais lui demander pardon pour toutes les années où je l'ai ignoré. » Olivier s'avança aussi. « Ma mère est vivante et je lui rends visite souvent, mais je ne lui ai jamais vraiment dit à quel point j'apprécie tout ce qu'elle a fait pour moi. Je suppose toujours qu'elle le sait, mais après avoir vu ça, je me rends compte que j'ai besoin de le lui dire. Les mères ont besoin d'entendre qu'elles sont aimées, pas seulement de le savoir en théorie. » Le docteur, qui était resté silencieux, sourit largement. C'est exactement ce qui devait arriver. Un miracle n'est pas seulement pour celui qui le reçoit, il est pour tous les témoins. Sandrine, l'infirmière, s'approcha timidement du docteur. « Excusez-moi, monsieur, mais j'ai besoin de savoir comment c'est possible. J'ai vérifié le dossier médical de Madame Duval quand elle est arrivée ce matin. Elle a une lésion complète de la moelle épinière au niveau L2. Les neurochirurgiens ont été très clairs, dommage permanent, aucune possibilité de récupération. Et maintenant, elle marche. » « Comment ?» Le docteur la regarda avec tendresse. « Sandrine, crois-tu au miracle ?» Elle hésita. « Je suis catholique. Je suis censé y croire, mais je n'en avais jamais vu un de mes propres yeux. »« Jusqu'à maintenant, » répondit le docteur. « Dis-moi quelque chose. Pendant toutes tes années d'infirmière, n'as-tu jamais vu quelque chose que la médecine ne peut expliquer ?» Sandrine réfléchit un instant. « Si. J'ai vu des patients en phase terminale vivre des années de plus. J'ai vu des tumeurs disparaître sans traitement. J'ai vu des guérisons que les médecins ont qualifiées de statistiquement impossibles. Mais j'ai toujours essayé de trouver des explications rationnelles. »« Et cette fois ?» demanda le docteur. Sandrine regarda Monique, qui faisait de petits pas en cercle, testant ses jambes redécouvertes, riant et pleurant en même temps. « Cette fois, il n'y a pas d'explication rationnelle. C'est un miracle,
pur et simple. Une vieille dame qui avait tout observé depuis sa chaise dans le coin de la salle se leva lentement. Elle s'approcha à l'aide de sa canne vers le docteur. Son visage montrait une reconnaissance, comme si elle avait vu quelque chose que les autres n'avaient pas vu. « Je sais qui vous êtes », dit-elle d'une voix tremblante mais assurée. « Je suis allée à la messe toute ma vie. J'ai récité mon chapelet chaque soir pendant 70 ans. Je connais votre visage de toutes les images pieuses que j'ai chez moi. Je connais vos yeux de toutes les images que j'ai vues. Vous êtes Jésus. » Un silence de plomb tomba sur la salle. Toutes les têtes se tournèrent vers le docteur. Il sourit à la vieille dame avec une affection infinie. « Béni sois-tu pour ta foi, grand-mère. Peu de gens me reconnaissent quand je marche parmi vous. » La confirmation fut comme un éclair qui traversa chaque personne présente. Certains tombèrent à genoux instantanément, d'autres restèrent paralysés d'étonnement, d'autres encore se mirent à pleurer de manière incontrôlable. Stéphane, qui se tenait à côté de sa mère, sentit ses jambes flancher. Il se laissa tomber à genoux à nouveau, mais cette fois non pas devant sa mère, mais devant le docteur, qui s'était révélé être bien plus qu'un docteur. Jésus leva les mains en un geste de paix. « Ne vous agenouillez pas devant moi par peur. Agenouillez-vous seulement si c'est par amour. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour juger ni pour condamner. Je suis venu parce qu'une mère a prié pour son fils chaque nuit pendant des années. Je suis venu parce que ses prières sont montées au ciel comme de l'encens. Je suis venu parce que l'amour d'une mère n'est jamais gaspillé, même s'il semble parfois non partagé. » Il regarda directement Stéphane. « Toi, mon fils, tu as reçu aujourd'hui 3 cadeaux. Le premier est le pardon de ta mère. Le second est d'assister à un miracle qui a confirmé que le divin est réel. Le troisième est l'opportunité de recommencer. Ne gaspille pas ces cadeaux. » Puis il regarda Nicolas. « Toi, va voir ton père. N'attends pas qu'il soit trop tard. » Les mots non dits deviennent des remords éternels. Il regarda Olivier. « Et toi, dis à ta mère que tu l'aimes. Dis-le lui chaque jour. » Les mères gardent ces mots dans leur cœur comme des trésors. Il regarda Valérie. « Et toi, qui as perdu ta mère il y a 2 ans, cesse de te charger de culpabilité pour les choses que tu n'as pas dites. Elle savait que tu l'aimais. Les mères savent toujours. » Jésus traversa lentement la salle d'attente, regardant chaque personne dans les yeux. Chacun sentait qu'il leur parlait directement. « Vous tous qui êtes ici aujourd'hui, vous êtes venus pour différentes raisons, douleurs physiques, maladies, accidents. Mais beaucoup d'entre vous portent aussi des douleurs de l'âme, familles brisées, relations endommagées, mots non dits, pardon non accordé, amour non exprimé. » Il s'arrêta au centre de la salle. « Aujourd'hui, je vous donne le même cadeau que j'ai donné à Monique. Pas celui de marcher, bien que cela soit aussi important. Je vous donne l'opportunité de guérir vos cœurs, de pardonner à qui a besoin d'être pardonné, de demander pardon à qui vous devez des excuses, d'aimer sans honte ceux qui méritent d'être aimés. » Une jeune femme dans le coin leva timidement la main. « Seigneur, ça fait 3 ans que je ne parle plus à ma sœur. Nous nous sommes disputés pour un héritage, de l'argent stupide, et maintenant je ne sais pas comment arranger les choses. » Jésus sourit. « Tu l'arranges de la même manière que Stéphane l'a arrangé. Tu t'agenouilles, tu admets ton erreur, tu demandes pardon. L'orgueil est ce qui nous sépare, l'humilité est ce qui nous unit. L'argent vaut-il plus que ta sœur ? » La femme secoua la tête en pleurant. « Alors, vas-y aujourd'hui même. N'attends pas. » Ce qui se passa dans les minutes qui suivirent fut extraordinaire. Des gens dans toute la salle commencèrent à sortir leur téléphone portable. Nicolas appela son père en Normandie. « Papa, c'est moi. J'ai besoin de te dire quelque chose. Je t'aime, et je suis vraiment désolé de ne pas avoir été présent. Je viens te voir ce week-end, et cette fois je reste plusieurs jours. Non, ce n'est pas négociable. J'annule tout. » La jeune femme qui avait parlé de sa sœur, Chloé, composait un numéro avec des doigts tremblants. « Manon, c'est Chloé. Je sais que nous n'avons pas parlé depuis 3 ans. Je sais que je t'ai blessé, mais j'ai besoin de te dire que je suis désolé. Tu me manques. Tu me manques tellement. Pouvons-nous nous voir ? » Un homme plus âgé dans un coin, Pierre, appelait son fils Léo dont il s'était éloigné. « Mon fils, c'est papa. Je sais que nous nous sommes disputés. Je sais que j'ai dit des choses terribles,
mais la vie est courte et je veux que tu saches que je t'aime. Pouvons-nous parler? Dans toute la salle, des réconciliations avaient lieu, des familles se guérissaient, des cœurs s'ouvraient, l'amour coulait là où il n'y avait auparavant que ressentiment et douleur. Monique et Stéphane observaient tout cela, enlacés, émerveillés de voir comment leur histoire personnelle avait déclenché une vague de guérison collective. Jésus commença à se diriger vers la porte de sortie de l'hôpital. Stéphane courut vers lui. « Seigneur, attendez. Vous partez? Vous ne restez pas ?» Jésus se retourna et posa une main sur l'épaule de Stéphane. « Je suis toujours là. Tu n'as pas besoin de me voir de tes yeux pour savoir que je suis présent. Chaque fois que tu honoreras ta mère, j'y serai. Chaque fois que tu choisiras l'amour plutôt que l'orgueil, j'y serai. Chaque fois que tu pardonneras au lieu de garder rancune, j'y serai. » Stéphane avait 1000 autres questions, mais avant qu'il ne puisse les poser, Jésus avait déjà franchi les portes automatiques. Monique s'approcha en boitant légèrement, ses jambes s'adaptant encore, et prit la main de son fils. Ensemble, ils observèrent la silhouette de Jésus s'éloigner sur le parking de l'hôpital. Et puis, en un instant que personne ne put expliquer par la suite, il n'était tout simplement plus là. Il ne disparut pas de manière spectaculaire, simplement, en un clin d'œil, il était là, et au suivant, il n'y était plus. La mère et le fils se regardèrent. Monique sourit. « Sais-tu ce qui est le plus beau dans tout ça, mon fils? »« Quoi, maman? »« Que tu sois rentré à la maison. Mes jambes sont guéries, oui, mais mon cœur a guéri quand tu t'es agenouillé devant moi. C'était ça, le vrai miracle. Cette histoire nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour rectifier nos erreurs. Stéphane a vécu des années en reniant celle qu'il aimait le plus, en ayant honte de ses racines, en construisant une vie sur des mensonges et des apparences. Mais en un seul jour, en un seul moment d'humilité sincère, tout a changé. Combien d'entre nous vivent comme Stéphane? Combien ont des mères, des pères, des frères ou des parents que nous avons laissés derrière nous parce qu'ils ne correspondent plus à la vie que nous avons construite? Combien d'entre nous ont honte de leurs origines modestes? Monique nous montre l'amour inconditionnel. 5 ans sans pouvoir marcher, des années d'abandon émotionnel, une humiliation publique brutale, et pourtant, elle a pardonné instantanément. C'est l'amour d'une mère. C'est l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Si cette histoire a touché votre cœur, réfléchissez. Y a-t-il quelqu'un que vous devez appeler aujourd'hui? Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez un pardon? Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez dire « Je t'aime » avant qu'il ne soit trop tard? N'attendez pas un miracle visible pour changer. Vous pouvez être le miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà eu à choisir entre votre orgueil et votre famille? Racontez-nous dans les commentaires.